Merci pour votre fidélité à ce magazine. Vous faites bien d'être avec nous une fois de plus. C'est un nouveau numéro avec un invité qui n'est pas toujours avec nous sur ce plateau, Al Kitenge, mais très connu du public congolais, du monde scientifique et surtout des affaires, du monde économique. Al Kitenge, bonjour et bienvenue, meilleurs vœux. Bonjour et bonne année à vous et à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes stratège économique congolais. Beaucoup vous ont découvert lors de la dernière foire internationale RDC-Belgique sur l'entrepreneuriat. Avec une intervention percutante et brève, nous parlons aujourd'hui de l'économie de ce pays. Pourquoi elle échappe aux Congolais? Bref, les Congolais ne sont pas maîtres de leur économie, ce qui est plus dangereux même pour le pouvoir politique, parce que ce sont ceux qui détiennent les billets verts, parce que les billets verts, ça fait la loi ici, qui peuvent faire chambouler les choses, influencer les choses à tous les niveaux. Mais nous allons rester dans le domaine des prix des biens et des services, avec tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous avez une raison pour laquelle les Congolais sont juste spectateurs, observateurs d'une économie qui prend de l'envol, mais qui n'est pas entre leurs mains? Je vais dire deux choses qui vont vous édifier. La première, et vous l'avez si bien dit, il y a un lien direct entre l'économie et la politique. Et chez nous, vous dites si bien que l'économie échappe aux Congolais. L'économie échappe aux Congolais d'en bas. L'économie est entre les mains des hommes politiques. Et ce conflit d'intérêts entre faire de la politique et faire de l'économie fait justement que les politiques essayent de se distancer des citoyens congolais et vont se réfugier derrière des étrangers qu'ils considèrent comme mercenaires. Et très malheureusement, les mercenaires, ils ne peuvent jamais être de manière durable loyaux. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, si tel est le cas, est-ce qu'il y a moyen de renverser la vapeur? D'abord, il faut être en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Très bien. Nous avons ici un certain nombre de communautés, la communauté occidentale, la communauté libanaise, la communauté indienne et la communauté ouest-africaine, qui sont en fait les 4 grands fleurons de l'économie congolaise et qui la tiennent à la gorge. Avec des banques qui viennent de chez eux. Et nous avons justement tout un écosystème financier où il n'y a pas de footprint congolais. Il faut quand même être aveugle et à la limite de la folie pour penser que dans cet écosystème-là, le Congo a encore un mot à dire. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Ça se passe au Kenya. C'est KFC, qui est en fait une société américaine qui vend du poulet, qui dit comme ça, non, je ne vais pas acheter les pommes de terre du Kenya simplement parce qu'elles ne répondent pas aux normes. Les organisations de consommateurs kenyans demandent, mais qui consomme ça? C'est nous, les Kenyans. Qui consomme les autres pommes dont vous dites qu'elles ne répondent pas aux normes? C'est nous, les Kenyans. Alors, on veut consommer ces pommes de terre-là. Ça a duré quelques jours. Et les Kenyans ont dit, dans ce cas, si vous voulez avoir des pommes de terre importées, importez aussi les clients. Nous, on ne va plus acheter. Et là, un peuple intelligent, sérieux, organisé, qui connaît le pouvoir d'un consommateur, qui connaît le pouvoir d'un citoyen. Nous sommes dans une situation au Congo où les Congolais pensent qu'on doit tout faire pour eux. Et ils pensent d'ailleurs, à tort, que les politiciens vont faire des choses pour eux. C'est une faute grave. Qu'est-ce qui explique le comportement des Kenyans? Parce que vous avez fait allusion à ce pays, à ce peuple, à un événement qui vient de se dérouler. Un sens élevé de responsabilité. Je voudrais juste vous dire que KFC a changé d'avis. Ils achètent les pommes de terre kenyans et tout de suite, ça ne se discute plus du tout. Et donc, voici un peuple qui a compris le sens de son poids, de son importance, un peuple qui est sérieux. Le problème du Congo, c'est que les politiques ont infantilisé les citoyens. Et à un moment donné, les citoyens pensent qu'on doit tout faire pour eux. Et ils ne comprennent même pas que le pouvoir, c'est eux, malgré le fait que certaines tendances politiques leur disent « le pouvoir est au peuple ». Et il faut que ce peuple se réveille. Maintenant, je reviens à l'économie. Vous savez,
lorsqu'on parle de l'économie, il y a deux grandes choses dans le commerce particulièrement. Il y a toujours des vendeurs et des acheteurs. Les acheteurs se démunissent de leur argent et donc s'appauvrissent. Et les acheteurs se démunissent de leur argent et s'appauvrissent. Et les vendeurs qui acquièrent de l'argent s'enrichissent. Et maintenant, lorsque vous avez acquis l'argent de la population, vous avez l'obligation de le réinjecter dans la population pour que celle-ci ait le pouvoir de revenir acheter. Ça veut dire que vous investissez dans l'économie. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Ici, ce qui se passe, c'est que les opérateurs économiques, quand ils captent l'argent, ils importent des biens de l'extérieur. Vous savez ce que ça veut dire importer des biens de l'extérieur? Ça veut dire financer des salaires et le développement dans les pays d'origine des biens. Ça sous-entend qu'en fait, on nous vole. Pour être beaucoup plus clair avec vous, de manière schématique, 90% de nos devises viennent du secteur minier. Et quand nous parlons du secteur minier, nous parlons d'un secteur épuisable. Et nous, nos opérateurs économiques, ceux que j'ai cités tout à l'heure, ils prennent ces devises et ils les envoient à l'extérieur pour acheter des biens qui constituent le travail et le développement dans les pays d'origine. En fait, c'est du pillage pur et simple, mais ça se passe devant nous. Impuissant. Impuissant et nous ne contrôlons même pas une organisation. Avec une élite des jouissances qui cautionne tout ça, ou une élite complice? De manière permanente, responsable. Parce que finalement, nous n'allons pas nous plaindre du petit citoyen, nous allons nous plaindre de ceux qui détiennent l'intelligence collective, de manière officielle et de manière organisée. Ça veut dire en fait les scientifiques, les universités, qui ne décrivent pas la question, et également les hommes politiques qui ont le rôle régulateur. Et c'est là-bas que vient toute cette bataille que nous observons ces jours-ci sur les questions des produits importés entre le ministre de l'économie et les opérateurs économiques. Et on s'aperçoit très malheureusement que les opérateurs économiques sont très puissants. Alors la question c'est, d'où vient leur puissance? Et vous, selon vous, elle vient d'où cette puissance? Ces opérateurs économiques qui sont venus d'autres en babouche chez nous. En fait, je voudrais d'abord vous faire remarquer que nous sommes dans une guerre économique. Une guerre réelle entre les opérateurs économiques prédateurs et les consommateurs qui perdent du pouvoir d'achat chaque jour. Et aujourd'hui, ça va trop loin parce que finalement, les opérateurs économiques qui nous contrôlent et qui contrôlent notre système, maintenant, ils contrôlent même les médias. En fait, ils font exactement comme dans le monde entier. Et du coup, ils peuvent à la fois traquer, détourner l'économie et créer une opinion publique. Et donc, ils commencent à avoir un rôle politique. Jusque peut-être à mettre à mal le pouvoir politique d'un pays, et c'est même très dangereux. Et vous vous rendez bien compte justement que c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ils créent une opinion publique qui consiste à faire comprendre à tout le monde que l'on a réussi à multiplier le prix des biens de consommation par deux. Ça veut dire qu'on a divisé le pouvoir d'achat des consommateurs par deux. Et c'est le fait du gouvernement. Et en fait, selon vous, c'est de la manipulation? Mais en fait, ça correspond à la réalité. On ne peut pas m'expliquer comment, en moins d'un an ou deux, on peut multiplier les prix d'un bien importé par deux si à l'origine le prix est toujours au même, le bien est toujours au même prix. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une intention sérieuse de nuire. Et toute la question est de dire que fait le gouvernement. Mon point de vue est très simple là-dessus, c'est que le gouvernement doit jouer son rôle de régulateur. Régulateur, ça veut dire en fait, il s'assure que le commerce est fait selon des règles saines de concurrence et de respect des lois de la République. Et la seule chose que je voudrais dire, et je voudrais terminer par là, c'est que si quelqu'un ne respecte pas cette loi, la force est à l'État. Il faut agir sur lui, il faut le neutraliser. Et ça, c'est quelque chose que nous devons être en mesure d'apprendre, la discipline collective. C'est justement ce que vous avez appelé régulation, un exercice auquel le ministre de l'économie actuel se livre depuis un certain temps. D'abord, les prix des billets d'avion. Ça a été un acquis. Aujourd'hui, beaucoup de gens déploraient le coût exaspéré des billets d'avion par rapport à d'autres pays, et ainsi de suite, alors que nous sommes à l'intérieur. Et j'aime bien le comparatif que vous faites. La région, la zone, et nous étions le pays le plus cher dans les vols domestiques, c'était pas raisonnable. Et aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Les prix ont baissé de manière significative et le taux de remplissage est élevé. Ça veut dire qu'en fait, du point de vue économique et commercial, les compagnies aériennes se portent beaucoup mieux. Il suffit qu'elles aient une compression de leurs charges et qu'elles travaillent correctement. Nous avons ici une émergence d'un véritable secteur de l'économie. Certains analystes
bon, peut-être économistes ou diplomates en économie, disent et prédisent même que certaines compagnies aériennes vont fermer. Congo Airways se trouve déjà asphyxié et Air Congo, qui est en gestation pour son enfantement, serait mal barré une fois déjà dans les airs du Congo et de l'Afrique. Une manipulation ou des vraies analyses prospectives? Il faut juste rester intelligent. Nous sommes un pays où le taux de desserte est très faible. Le cargo n'est pas organisé. Nous ne volons pas à l'international. Où est-ce que vous voyez la concurrence? Je ne la vois pas. Je crois simplement que nous avons besoin de beaucoup d'acteurs qui viennent avec une plus-value. Et la plus-value de Air Congo, c'est déjà les compétences du partenaire, Ethiopian Airlines, ses accréditations à l'international et la capacité à pouvoir nous apporter du savoir-faire. Et je pense que c'est une excellente chose. Ça ne peut pas se faire avec Congo Airways. Congo Airways est une entreprise qui existe et qui a déjà ses missions, ses avantages et ses inconvénients. Quand je parle des avantages, je parle des avantages comparatifs. Et Congo Airways peut continuer à exister dans son état et évoluer. Et il y a énormément de choses à faire en République démocratique du Congo. Par contre, il y a un secteur dans lequel on doit être en mesure d'évoluer, ce sont les aéroports. Nous avons des aéroports en très faible état. Et je pense qu'il y a là-dessus un partenariat public-privé qu'il faut être en mesure de pousser pour être en mesure d'améliorer la capacité des zones d'atterrissage et de décollage, mais également les zones commerciales. C'est très important. Mais par contre, notre espace aérien n'est pas occupé. On a encore de la place pour 10 compagnies aériennes. Et si on n'amène pas nos propres compagnies, nous aurons la concurrence des compagnies internationales. Et il faut juste être cohérent là-dessus. Et nous pouvons avoir la capacité de rentrer sur le comparatif entre ce qu'on peut considérer comme succès dans le secteur aérien sur les biens de première nécessité que sont les biens alimentaires. Mais pour rester dans ce secteur de l'aviation, surtout l'aviation commerciale, ces mêmes analystes soutiennent que pour l'instant, l'État s'est imposé avec ses prix pour arriver à Bakwanga. Il suffit de $140. Et maintenant, oui, les gens sont nombreux, mais il faut faire la réservation. Mais l'autre aspect soulevé, c'est le danger qui guette ces appareils, parce que le coût de ce qu'on appelle la maintenance est exorbitant, au point que maintenant, ces compagnies seront obligées, faute de ce qu'ils obtenaient avant, à amoindrir le coût de l'entretien, et les appareils ne seront pas toujours viables, les crashs seront les bienvenus. Les compagnies aériennes en Europe, qui est un environnement où les prix sont beaucoup plus élevés, coûtent largement moins cher, font leur entretien au niveau de standard international. Je ne comprends pas la logique qui est dans ce que vous dites. Les gens spéculent. En fait, les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Par contre, il y a quelque chose d'important à pouvoir faire. Regardez très bien la plupart de compagnies aériennes chez nous, elles vont faire leur check à l'extérieur. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble pour être en mesure d'avoir ici un centre de maintenance au niveau standard international? Ça coûterait moins cher, ça ferait beaucoup moins de mafia, parce que la plupart des fois, les frais que les gens mettent sur les checks sont malheureusement gonflés parce que certaines personnes y touchent de l'argent. Je pense qu'il y a un besoin de transparence là-dedans. Et là-dessus, moi je dis, s'il y a vraiment une opportunité pour les universités, c'est de mettre une dizaine d'étudiants pour comprendre un petit peu ce qu'a été cette transition entre le prix antérieur et le prix actuel et l'impact sur les agrégats de gestion des entreprises. Ça nous édifierait. Et ce serait une étude scientifique. Al-Kitenge, vous soutenez que l'État doit continuer à jouer son rôle de régulateur et surtout... Et de protecteur du citoyen. Et voilà. Et dans ce domaine, on voit qu'il y a une certaine conformité au niveau des prix. Nous allons sur le marché des biens des consommations, comme on dit, les surgelés. Voilà, il y a eu énormément de promesses, mais jusqu'à la veille de la fête des Saint-Sylvestre, il y avait un souci. On a annoncé les points de vente, justement. J'ai lu un article dans un média en ligne qui a été trop critique avec des chiffres racontant
des histoires sur le dos du ministre. On a acheté les chinchards, on a pris l'argent sur place, on a acheté les chinchards. Ce que le ministre a annoncé, c'était des blocages du montant à mettre à profit pour cette opération. Acheter localement chez les Indo-Pakistanais et puis tromper le peuple que ça venait de la Namibie. Alors, concrètement, vous êtes économiste. Est-ce que vous en savez quelque chose? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en guerre. Retenez ça. Nous sommes dans une guerre sociologique et économique. Je vous ai encore dit ici que les opérateurs économiques véreux, non seulement ils maîtrisent le commerce du pays jusqu'au niveau le plus bas, ce qui est complètement illégal, ils maîtrisent la presse et ils maîtrisent un certain nombre de journalistes. Oui, là vous le dites bien, un certain nombre de journalistes. Et ils les manipulent à dessein. Pas tous les journalistes. Non, je respecte beaucoup la profession et je dis il y a un certain nombre de journalistes qui se font manipuler, qui prêtent leur plume à un certain nombre de choses qui sont des contre-vérités. Je donne quelque chose que tout le monde a vu. On a montré au port de Matadi l'arrivée des conteneurs, des biens qui ont été importés par le gouvernement. Alors ça, je ne vais pas en discuter, ce n'est pas mon affaire. Le ministre de l'économie et ses services peuvent en donner toutes les preuves. Mais après, quand on importe des biens, il y a toute une procédure, il y a ce qu'on appelle les licences d'importation, il y a également tout ce qu'on appelle les connaissements et les billets de transport, les lettres de transport. Et donc, toutes ces choses sont tout à fait vérifiables. Je pense simplement qu'un journaliste sérieux, il vérifie ça, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais ça, ce n'est pas le plus important. La chose qu'il faut être en mesure d'observer, c'est qu'on a effectivement reçu ici des biens qui ont été importés par le gouvernement. Est-ce que les quantités étaient suffisantes? La réponse est non, parce que quand ces biens sont arrivés sur le marché, alors que le gouvernement espérait que ça ferait un effet de gonflement de l'offre et donc ça pourrait avoir un impact de manière générale sur les prix, on a observé une rétention des biens de la part des opérateurs économiques qui étaient sur le marché, laissant le gouvernement tout seul agir sur le marché. Et du coup, même si le gouvernement a mis des quantités sur le marché, elles devenaient insuffisantes. Et donc, nous sommes encore une fois dans la même logique, la logique de la guerre et la logique de celui qui va se fatiguer le premier. Et là-dessus, c'est une question de temps. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle du dumping, avec une stratégie inverse, en disant, nous travaillons sur l'opinion et nous travaillons sur la mise à disposition des stocks. Et je crois là-dessus que le gouvernement doit pouvoir accélérer son action, au-delà du fait de pouvoir faire venir des biens pour essayer d'augmenter l'offre et espérer baisser les prix. Il faut qu'ils prennent des dispositions structurantes pour être en mesure de résoudre ce problème une fois pour toutes. Parce que de quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit d'une agitation liée à une mafia antérieure sur des déclarations mensongères sur les prix d'acquisition des biens. Et donc, qui consistait à pouvoir diminuer le prix CIF des biens et être en mesure de faire une déclaration douanière inférieure. C'est ça la bataille. Et ça, je pense que le gouvernement a le droit de régler la question avec les lois. C'est aussi simple que ça, et les différents services. Et on a aujourd'hui l'obligation d'avoir des opérateurs économiques qui respectent les règles. Et s'ils ont commis des fautes, qu'ils payent les prix pour ces fautes. Point full stop, et on avance. Et je crois simplement aujourd'hui que le respect d'un pays vient de sa capacité à faire respecter ses règles. Et aujourd'hui, la faute du gouvernement, c'est de ne pas communiquer de manière transparente, aussi bien sur les acteurs et sur les faits. Et la plupart des institutions, on leur reproche le fait de communiquer de manière pas suffisante. Je reste encore sobre, modeste. Et je crois que le lien entre le politique et la population passe par la communication. Il faut que le gouvernement donne l'information. Le gouvernement ne devrait pas réagir, il devrait donner l'information à l'avance. Et quand nous avons des gens qui sabotent notre économie, il faut les mettre à l'index. Et quand ils exagèrent, il faut les mettre à la porte. Nous avons des services pour. Quand quelqu'un ne respecte pas les règles d'un pays, il n'est pas censé y vivre. Je me souviens très bien de la Côte d'Ivoire, du temps de Gbagbo. Il y a une communauté de Libanais qui ont simplement été mis dehors, simplement parce qu'ils ne respectent pas la facture officielle. Ils préféraient vendre sans facture parce que ça leur permettait de minimiser les recettes. À partir du moment où le pays a instauré les factures officielles, ça veut dire que c'est le gouvernement qui éditait les facturiers. Il y en a qui n'ont pas voulu les mettre en application et l'État a été strict. Vous êtes capable de le faire, vous restez, vous n'êtes pas capable, vous quittez le territoire. Le gouvernement reste sur, comme on dit, à la défensive pour pouvoir réagir quand, par rapport à l'intox. Les mercenaires dans notre boulot
peut-être qui serait au service de tout ce réseau mafieux, et vous le dites si bien, un réseau qui tient le peuple et le pays à la gorge. Alors, nous revenons sur cette affaire de Chinchard en Namibie. Nous avons appris, je ne sais pas si c'est vrai, que Kalumba a couru les risques, là, les risques personnels, parce qu'il est allé jusqu'à découvrir que les principaux actionnaires des compagnies de pêche, là-bas, dans les eaux territoriales de la Namibie, sont pour la plupart les hommes d'affaires congolais. Et les hommes d'affaires qui opèrent en RDC. Et du coup, c'est une véritable guerre dont le peuple, le peuple ignore complètement, dont il n'est pas au courant des effets sur le terrain. Alors que nous avons quand même un gouvernement et des ministres avec les CHARCOM. Quand nous avons commencé la discussion, je vous ai dit, la faute vient des politiques. Dans notre pays, pendant trop longtemps, les politiques sont en situation de conflit d'intérêts en permanence. Quand vient le moment de faire des routes, des ministres constituent des entreprises pour attraper ces marchés et être en mesure de les rendre, et ils les rendent très mal, parce qu'en fait, ce n'est pas leur travail. Tout le monde est très gêné de regarder ce qui se passe avec la dette intérieure. Quand vous allez dans la dette intérieure, vous allez vous rendre que d'un côté et de l'autre, on trouve des politiciens. Et je vous ai dit qu'ils se réfugiaient pendant très longtemps derrière des opérateurs économiques étrangers qui sont généralement plus futés qu'eux et qui les dribblent. Et à un moment donné, ils deviennent des monstres. Nous sommes dans cette situation-là maintenant. Et ces monstres créent la guerre. Je ne suis pas xénophobe. J'ai des amis étrangers, je les aime et je les respecte. Mais un pays, il se fait respecter par la loi. Et les hommes politiques, leur travail, c'est de servir la nation. Quand ils sont d'un côté et de l'autre, ils deviennent faibles. Et ça, c'est le problème que nous avons dans notre économie depuis de très longues années. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est en place est en train de découvrir les dégâts qui ont été construits pendant de très longues années. Et vous le dites si bien, le ministre de l'économie prend des risques à titre individuel parce qu'en fait, il ne sait même pas à qui il a affaire quand il va en Namibie et discuter. Et il va découvrir justement que... Sur place, on le dit, soyez prudents. Selon nos informations, nous avons beaucoup de frères qui sont des médecins là-bas, même dans les milieux diplomatiques. Quand il arrive sur place, il doit être prudent. Et la dernière fois, il aurait pris juste un vol commercial alors qu'il y était arrivé à bord d'un jet. Il a renvoyé le jet pour rentrer par vol commercial avec un Covid ou une Covid fabriquée sur place. Bon, franchement, nous apprenons des choses horribles. Ça, c'est des détails. La seule chose que je suis en train de dire, c'est que le commerce international est réglé par ce qu'on appelle la concurrence parfaite. La Namibie, ce n'est pas la seule source de produits dont on a besoin dans ce pays. Les mêmes produits, on peut les avoir en Mauritanie et dans d'autres pays. Deuxième chose, souvenez-vous que nous avons des lacs et des rivières et des fleuves et un espace maritime où nous pouvons être en mesure de travailler et pêcher, être en mesure de créer l'écosystème de distribution. Vous donnez raison à celui qui a fait la pêche miraculeuse dernièrement et qui a quand même distribué autant de Congolais. J'adore le spectacle politique et c'est le rôle des politiciens, mais j'aime bien les choses fondamentales. Ça sous-entend qu'en fait, lorsqu'on parle d'une industrie de la pêche, ça va de la pêche, ça va de l'école, les écoles de formation pour avoir les techniciens qu'il faut, à la technique et l'équipement et l'investissement, aux opérations, ça veut dire la pêche elle-même, au tri et au traitement du poisson, au stockage, au transport et à la distribution. Je parle de l'écosystème. C'est laborieux. Je parle de l'écosystème. Je ne parle pas d'un fait, d'un moment ou d'une pirogue que l'on a pris et avec 50 kilos de poissons que l'on peut exhiber. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'industrie de la pêche. Vous savez, on ne devient pas pêcheur parce qu'on a décidé de le devenir. Et on ne devient pas pêcheur professionnel parce qu'on a envie de le devenir. Ça s'étudie. C'est des compétences. Et là-dessus, il y a du travail à faire. Et il y a du travail sociologique à faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont habitués au chinchard. Lorsque vous leur apportez un autre type de poisson, ils vous regardent de manière détournée. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit en mesure de travailler. Mais encore une fois, je voudrais juste m'arrêter en disant, les chinchards en question, ce n'est valable que dans les milieux urbains. Dans tous les autres milieux qui ne sont pas réfrigérés, qui n'ont pas d'électricité en permanence, les gens mangent et consomment autre chose. Donc, arrêtons de donner une importance extraordinaire aux produits en provenance de la Namibie. Alors, Al Kitenge, il y a aussi un autre problème, notre douane. Il semble qu'elle est plus chère.
Et notre douane aussi n'est pas efficiente. Elle fait échapper autant de millions et des milliards à la République. On sent qu'au niveau du gouvernement, vous êtes un critique objectif, il n'y a pas une sorte de cohérence politique commune ou interministérielle, OCC, donc DGDA et le ministère de l'économie nationale travailler en symbiose de manière à ce que le pays gagne et que les individus ne puissent pas prendre le dessus. Est-ce que vous avez le même regard? Notre douane plus chère, et puis voilà, beaucoup de boîtes noires à ce niveau, et également au niveau de services attitrés qui ne sont pas équipés et où ne sont pas le patriotisme dans le chef de ceux qui travaillent. C'est fait exprès pour que justement, ce soit le ventre mou du commerce extérieur. Vous connaissez un seul pays qui vit des recettes douanières? Ce n'est pas crédible. On vit de l'activité intérieure. C'est pour ça qu'on appelle ça produit intérieur brut. Un pays se développe de ce qu'il produit. Espérer que nous allons avoir beaucoup de revenus de par la douane, c'est une véritable folie. C'est ce qui fait que justement, nous avons une économie qu'on appelle extravertie. Nous importons tout jusqu'au cure-dent. Nous dépendons de la Zambie qui a un territoire plus petit que nous, qui produit de la nourriture plus que nous. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre tête et il est important de régler ça. Mais ajoutez à cela, et il y a beaucoup de bourdes dans cette affaire, l'enrichissement visible, inexplicable des opérateurs au niveau de la douane, toutes espèces confondues, démontrait clairement que c'était une boîte complètement pourrie. Dans tous les pays du monde, la douane, et ce sera le cas ici avec la ZLECAf, va perdre toute son importance. L'importance économique viendra de notre capacité à saisir les taxes et les impôts à l'intérieur du pays. Et je pense simplement que pour moi, la douane, la DGDA, est une histoire du passé. On doit de plus en plus l'oublier. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, la douane et les impôts et l'équivalent de la DGRAD sont dans une même boîte qu'on appelle Revenue Authority. Et je pense simplement que c'est vers là-bas que nous devons être en mesure de partir. Si jamais on ouvre toutes les frontières sur le continent et donc nos 9 voisins, nous pouvons circuler librement avec les personnes et les biens, je me demande ce que sera le véritable rôle de la douane, si ce n'est pour, de manière exceptionnelle, faire des contrôles sporadiques. Et je crois simplement qu'il est important qu'on se rende compte qu'il y a eu une faiblesse maintenue pendant trop longtemps, c'est l'absence d'une informatisation croisée. Des informations à l'importation, des informations dans l'économie locale. Il y a des gens ici, et je le disais tout à l'heure pour ce qui concerne le poisson, qui minoraient le prix du poisson, parce que les chiffres s'enterraient au niveau de la douane, mais quand vient le moment de parler au ministère de l'économie, ils remontaient les prix. Ils diminuaient les quantités déclarées pour passer à la douane avec des quantités moindres, en fermant les yeux d'un certain nombre de personnes de par la corruption, et tout le monde le sait. Et quand les quantités arrivaient ici, ils les vendaient dans l'informel pour éviter de déstructurer les chiffres. Vous savez, quand vous avez commandé 1 million de tonnes, et que vous avez déclaré 10 000 tonnes à l'entrée, et que vous vendez 1 million de tonnes, quelqu'un risque de faire le croisement des informations. Et donc, l'information était tenue sur papier, elle s'enterrait au niveau de la douane, elle se déterrait au niveau du commerce, et quand ça passait dans l'économie informelle, plus personne ne pouvait retrouver les chiffres. Allez, par exemple, dans l'annuaire de l'Agence nationale des statistiques. Allez chercher les 2,5 milliards d'importations dont on parle tout le temps dans les biens de première nécessité. Vous ne les trouvez pas. Parce que simplement, les chiffres sont disparates. Les chiffres de l'OCC ne correspondent pas à ceux de la douane, ceux de la douane ne correspondent pas à ceux de la DGI, simplement parce que nous ne sommes pas informatisés. Et ça, c'est une faiblesse grave. Une grande faiblesse. Est-ce que cette mafia est une fatalité? Ah non, pas du tout. Comment la contourner? Comment la combattre? Même si les cas des personnes honnêtes, intègres, se raréfient dans toutes ces régies financières, et même au niveau de grandes institutions où il y en a qui ont le souci permanent de mieux faire, mais les autres les tirent par... J'ai rédigé un livre qui s'appelle Sine Qua Non, qui a été publié il y a 6 mois. Le sous-titre du livre s'appelle « Afin de déraciner la corruption ». Je démontre de manière assez claire que c'est naïf
d'espérer que ceux qui bénéficient de la corruption soient ceux qui la combattent. C'est juste impossible. Les perdants de la corruption, ce sont les citoyens. Dans tous les pays du monde, ce sont les citoyens qui s'organisent, ils créent des véritables entités de répression de la corruption, de la surveillance de la corruption. Et là, dans le livre, je propose le déracinement de la corruption. Et les seuls qui peuvent réellement se battre pour déraciner la corruption, ce sont les citoyens. Et cette fois-là, si nous nous battons pour déraciner la corruption, nous aurons mis sous contrôle et les politiques et les opérateurs économiques. C'est la seule façon d'agir. Et cette fois-ci, je pense simplement que ça commence à arriver. On a la chance d'avoir un président qui le dit de plus en plus, de manière répétée, que la corruption est le plus grand destructeur de notre prospérité commune, que la corruption est inacceptable. Il va falloir qu'on le prenne au mot et qu'on lui donne des outils. Et là, j'invite les universités, j'invite les intellectuels, j'invite le citoyen à pouvoir s'impliquer. On ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer avec un pays corrompu. Les rapports de la CIA disent de manière assez claire, il y a deux accélérateurs de l'économie mondiale. C'est la répression de la corruption et l'adoption des technologies. Les pays qui évoluent le plus vite sont ceux qui s'informatisent de manière intégrée, et le pays le plus informatisé du monde s'appelle l'Estonie. Il faut en tirer toutes les leçons. Et les pays qui marchent le plus vite, c'est les pays scandinaves, c'est les moins corrompus. Et je crois que là, il y a un développement clair qu'il faut être en mesure de mettre en place. Maintenant, changer coûte toujours très cher et il y a toujours les bénéficiaires de la situation courante qui vont résister. Et aujourd'hui, les premiers résistants au changement que le ministère de l'économie est en train d'essayer de mettre en place, ce sont les bénéficiaires du désordre, les opérateurs économiques. Il faut être en mesure de les ficher, de les cataloguer, de les présenter au peuple congolais, leur demander de changer leurs procédures ou les mettre dehors. Et voilà, vous l'avez bien dit, ce n'est pas une fatalité, il y a moyen de faire changer les choses. Et il faut changer les choses. Mais on doit prendre conscience, on doit tabler sur les fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les textes légaux et il faut que la rigueur de la loi soit appliquée. Absolument. Et que nous aussi, médias, nous puissions jouer notre rôle. Sinon, nous serons là au service de cette mafia pour pouvoir manipuler, désinformer, élever le peuple contre les dirigeants et bonjour les dégâts, voilà. Alors que malheureusement, le gouvernement est censé protéger le citoyen, donc théoriquement le citoyen aurait pu être du côté du gouvernement. Et dans cette guerre, on observe justement que grâce à la manipulation, les gens ont réussi à lever la population contre le gouvernement et il est important qu'on se réveille. Et voilà, avec des articles par moment, vous sentez que c'est commandé, avec des signatures sous des pseudonymes, c'est compliqué. Mon pays a de la chance. À Kitenge, je vous remercie. C'est un combat qui est amorcé. Quels que soient les prix, les Congolais vont réussir, ils vont gagner. Je vous remercie avec l'espoir de vous retrouver dans un autre numéro pour continuer la réflexion. Ce sera un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis avec intérêt. À très bientôt.